Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Donc, nous revoilà pour une chronique sur le bonheur, en face à face tous les deux. C'est vraiment un plaisir. Encore merci du coup d'être en face de moi ce soir. Jean-Marie, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore et qui sont là pour la première fois sur la chaîne Aedium. Alors, donc, désolé pour les autres qui me connaissent et bonjour à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, peut-être, on va commencer tout simplement l'intitulé de ces chroniques mensuelles à l'invitation de Bérangère. J'ai décidé d'appeler ça des chroniques du bonheurologue. Alors, pourquoi du bonheurologue? Parce qu'en effet, mes clients m'appellent le bonheurologue parce que souvent, voilà, mon sujet de prédilection, mon sujet de base, c'est le bonheur. Voilà. Donc, j'aime le bonheur et j'aime m'intéresser au bonheur. J'aime comprendre comment fonctionne le bonheur des gens parce qu'on peut dire que mon métier en effet, qui est celui de coach professionnel, c'est-à-dire j'interviens principalement au niveau professionnel pour les personnes qui sont coachées, même si, bien sûr, je ne peux pas distinguer le coaching de la profession du coaching de la personne en elle-même. Donc, bien sûr, c'est aussi du coaching de vie, c'est aussi du coaching d'organisation pour certains. Et coach professionnel parce que c'est mon métier. Je suis un professionnel du coaching, formé, certifié, supervisé, tout ce qu'il faut pour montrer patte blanche dans ce métier. Donc, voilà. Donc, pour me présenter, donc moi, Jean-Marie Marcos, voilà, j'ai 61 ans, j'ai 4 enfants. J'ai 3 petits-enfants, dont le dernier est une petite fille voilà, qui est née il y a tout simplement 15 jours. Donc voilà, je suis un heureux jeune grand-père et jeune papa aussi, puisque parmi mes enfants, j'ai un enfant qui a 7 ans. Donc je vous en parlerai de temps en temps parce que c'est mon petit professeur de bonheur aussi. Hein, donc voilà, donc parmi mes activités, on trouve voilà, principalement du coaching, donc pour des personnes qui sont en entreprise ou pour des particuliers qui s'offrent un coaching parce qu'ils ont envie de réussir quelque chose, parce qu'ils ont envie de bénéficier d'un regard extérieur qui va les aider à passer des étapes difficiles ou importantes dans leur vie. Ce n'est pas forcément pour traiter des problèmes, des soucis, des difficultés, c'est aussi voilà, lorsqu'on a envie d'avancer, qu'on sent qu'on fait un peu de surplace, lorsqu'on a envie de changer sa vie pour la transformer de façon positive, et qu'on se rend compte qu'on a tendance à remettre à plus tard ou attendre le meilleur moment, et puis que le temps passe, etc. Et qu'on se dit, j'ai envie de bénéficier voilà, du regard de quelqu'un qui va m'aider à ouvrir des pistes. Alors, si on me demande des conseils, non, le coaching, ce n'est pas du conseil, sinon ça s'appellerait du consulting. Alors, non, mais ce n'est pas du conseil parce que les conseils, ça ne marche pas, tout simplement. Hein. Ça marche déjà rarement pour celui qui les donne. Alors, imaginez pour celui qui les reçoit. Donc, voilà, je ne donne pas de conseils, mais par contre, j'aide à avancer. J'aide en posant des questions. Le coaching, c'est un métier qui est très récent, mais c'est une pratique qui est très ancienne, puisque chez les Grecs anciens, on pratiquait déjà la maïeutique, c'est-à-dire l'art en effet de poser des questions pour aider quelqu'un à sortir ce que la personne a besoin de sortir. Euh, donc, euh, donc voilà, je fais ce métier avec bonheur. Je considère d'ailleurs que ce n'est pas mon métier, mais que c'est un art de vivre. C'est vraiment ma raison d'être, ma raison de me lever chaque matin. C'est que je sais en effet que je vais accompagner des personnes vers un mieux. Voilà, quelque chose qui va leur faire du bien dans leur propre vie. Et puis voilà, donc pour paraphraser, j'avais demandé un jour à mon petit garçon ce qu'il voulait faire comme métier. Et mon petit garçon, attendez, j'éteins mon téléphone, voilà, j'avais oublié de l'éteindre. Et mon petit garçon m'a dit, moi plus tard, je veux aider les gens à faire leur vie plus belle. Et je lui ai dit, mais ça c'est le métier de papa. Et puis il me dit, oui. C'est-à-dire qu'en effet, c'était évident pour lui et je trouvais que c'est une des plus belles définitions de mon métier. Donc si on me demande ce que je fais dans la vie, eh bien moi, dans ma vie, j'aide les gens à vivre leur vie plus belle, tout simplement. Ça, c'est trop joli comme petite phrase. Donc, c'est une soirée aussi où vous pouvez participer. Hein. N'hésitez pas. Moi, j'ai les yeux, donc on va pouvoir poser des questions à Jean-Marie. Vous pouvez me poser aussi à moi. Si vous voulez nous donner vos expériences sur le bonheur ou comment vous avez atteint le bonheur, on est totalement ouvert. Et voilà, n'hésitez pas. Surtout, c'est vraiment interactif ce soir. Il ne faut pas hésiter. Donc, déjà, moi, je vais faire mon égoïste parce que c'est bon d'être égoïste parfois. Et moi, j'ai envie de demander à Jean-Marie, est-ce qu'il y a une saison propice au bonheur? Vu qu'on commence à être l'été, vu qu'on dit toujours qu'on est toujours plus heureux, et donc avec un peu plus de bonheur l'été,
Est-ce que réellement, il y a une saison plus propice à être dans le bonheur? Ah, bonne question, bien sûr. Alors, d'abord, tu sais combien les mots me touchent et tu Oui, sais combien c'est important de. Moi, ma matière, c'est ce qu'on on me donne. Tu m'as déjà donné un mot avant de commencer qui était égoïste. Est-ce que c'est égoïste de commencer par soi-même? Non, je ne le crois pas. Donc, tu le disais sans y croire, en fait. J'aime toujours cette image, elle est connue, mais c'est vrai, c'est que dans un avion, en cas de difficulté, si on doit se mettre en effet des masques à oxygène, l'adulte doit d'abord se mettre le masque à oxygène à lui avant de le mettre à l'enfant. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est parce qu'en effet, si lui est protégé, il pourra mieux protéger les autres. Donc, prendre soin de sa vie, prendre soin de soi. Avec mes étudiants, je leur demande aussi s'ils ont une question brûlante. C'est la question qui nous brûle les lèvres. Celle-ci, elle te brûlait les lèvres ouais. et tu as bien fait de t'en débarrasser. Euh, et je leur dis aussi souvent, n'hésitez pas, même si votre question peut sembler un petit peu hors sujet ou justement elle vous semble parler trop de vous et peut-être pas pour les autres, mais en tout cas, n'hésitez pas à la poser. Je ne vais peut-être pas y répondre d'ailleurs à votre question parce que peut-être la réponse va être dans la suite du cours et là, je vais y répondre, je te rassure, hein, Bérangère. Mais en tout cas, sachez aussi que pour une personne qui pose une question, il y en a beaucoup qui sont soulagés aussi. Et donc, ce n'est pas l'égoïsme de commencer par soi. Il faut prendre soin de soi pour pouvoir justement mieux encore prendre soin des autres. Et pour quelqu'un qui prend autant soin des autres que toi, je pense que tu peux difficilement parler d'égoïsme. D'accord? Donc, voilà, fin de la parenthèse sur le mot égoïste. Y a-t-il une saison propice? Écoutez, écoute, en tout cas, moi, le hasard a fait que hier soir, j'ai revu une petite présentation, une petite vidéo de quelqu'un que j'admire énormément, qui est Christophe André, qui est un grand psychiatre, un grand psychologue, et puis quelqu'un, on va dire, qui m'a initié indirectement, mais à la méditation en pleine conscience. Et donc, je suis toujours curieux, en effet, de ce qu'il partage, et il partage beaucoup de choses avec sa gentillesse, sa douceur, etc. Et justement, ça parlait de, alors pas des saisons, mais il parlait de l'influence de la météo. Alors, il y a un petit peu de ça dans ta question Oui. aussi. Et je trouve que c'est intéressant parce que donc ça fait longtemps déjà que ce sujet m'interpellait parce que moi, je m'intéresse aussi aux croyances, d'accord? Et parmi les croyances, il y en a une qui revient très souvent comme ça, c'est ah, mais bon, il fait pas beau, je me sens pas en forme, vivement qu'il fasse beau pour que je me sente en forme. Il y a du soleil, ah oui, c'est chouette, il y a du soleil, c'est merveilleux. Comme si vraiment notre niveau de bonheur, notre niveau de bien-être, on va dire général, notamment physiologique, tenait de la météo. Et ça m'a interpellé parce que je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une vraie raison à cela? Est-ce qu'il y a de vraies sources? Ou est-ce que simplement c'est une croyance, c'est-à-dire c'est une croyance populaire, on y croit parce que tout le monde le répète? Et alors justement, il y a des études qui ont été menées sur ce sujet. Et les études qui ont été menées sur le sujet démontrent qu'en fait, pour la majorité des personnes, plus de la moitié des personnes, il n'y a pas d'impact direct entre météo et humeur. Si ce n'est que si on est d'humeur un peu, si on est un peu fatigué, qu'on est un petit peu triste, etc., que des événements de la vie nous semblent un petit peu lourds et qu'en plus il pleut, ça n'a pas arrangé les choses. D'accord? Et on va se souvenir des jours de pluie, les jours où on était avec un petit coup de blues. Et puis, si on est heureux, on a des bonnes nouvelles, tout va bien, on se sent en bonne santé et on a plein de projets intéressants et on sait qu'on va voir des gens qu'on aime, avec qui on se sent bien et qu'en plus, il fait beau. Mais alors là, forcément, c'est encore plus formidable. Voilà, si on sait qu'on prévoit un barbecue et qu'il va faire beau, c'est évident qu'on va passer un très bon moment et on retient ce moment-là. Mais on ne retient pas les moments où on était en super forme, où tout se passait bien, où il pleuvait et on n'avait rien à fiche de la pluie. On ne retient pas non plus les jours de blues où il faisait beau, mais on n'avait surtout pas envie de sortir et de voir du monde, parce que ça ne correspond pas à la croyance. Donc nous avons tendance à développer des croyances parce que c'est vital. Nous avons besoin de croyances pour vivre, parce qu'on n'a pas réponse à tout, tout simplement. Et en même temps, nous avons tous tendance à renforcer nos croyances. Alors ça, c'est vrai pour à peu près la moitié des personnes. Ensuite, Christophe André dit en effet que d'autres études ont démontré qu'il y a aussi des personnes qui sont comment dire, alors il utilise des termes anglais, moi je vais le dire en français. Il y a des gens qui sont un peu des adorateurs du soleil. Alors ces gens-là, en effet, mais ça représente peut-être à peine 15% de la population, hein. Ceux-là
voilà, à partir du moment où on leur dit il va faire beau, ils vont être un peu plus heureux. Naturellement, leur niveau de bonheur va augmenter. Il y a aussi des personnes qui sont des personnes qui ont horreur du soleil. Alors ceux-là, au contraire, si on leur dit il va faire très beau, ils vont dire ah là là, non, c'est pas bien, j'ai plutôt envie de rester à l'ombre ou de m'enfermer, etc. Vivement qu'il fasse frais, que j'ai le plaisir de mettre un pull, etc. J'adore ça. Alors ceux-là, en effet, ils vont pas être heureux, sauf si on leur dit que le temps va pas être terrible. À ceux-là, ils vont être un peu plus heureux. Et puis, il y a des personnes aussi qui ont en horreur la pluie, qui sont, on va dire, comme s'ils étaient un peu allergiques à la pluie, finalement. Et alors, ceux-là, en effet, si on leur dit qu'il va pleuvoir, bah, automatiquement, leur niveau de bonheur va descendre parce qu'ils font le lien entre leur humeur et la pluie, parce que généralement, voilà, ils n'aiment pas la pluie. Donc voilà, si on extrait ces particularités, pour la plupart des gens, il n'y a pas de saison propice au bonheur. Il n'y a pas de saison propice au bonheur. Ceci dit, le taux de dépression est plus important parmi les premiers jours de soleil. Il faut le savoir aussi. Et donc, taux de dépression, taux de suicide, etc., qui vont aussi avec. Et donc, il faut savoir en effet que les premiers jours, il y a une espèce voilà, comme si il y avait une exagération un petit peu de certains sentiments, alors qu'en contraire, plus les jours vont être beaux, plus on avance vers l'été, et plus les personnes qui sont en dépression vont aller mieux. Mais au début, les premiers jours, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de difficultés au début du printemps, par exemple, pour la plupart des personnes qui sont un peu fragiles, qui sont un petit peu sensibles. Christophe André explique aussi que ça fonctionne aussi comme ça avec les antidépresseurs. Les antidépresseurs, finalement, provoquent lors des premiers jours de prise plus de risques que par la suite, une fois que le traitement a pris un peu sa vitesse de croisière au sein de l'individu. Donc voilà. Donc moi, je ne suis pas psychologue, psychiatre et je ne connais pas les médicaments. Donc je me retourne vers ces professionnels. Mais en tout cas, ce que je peux dire, en effet, c'est qu'il y a pour la plupart des gens, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de meilleure saison. Et je dirais que si on a ce sentiment, ça peut être dû à d'autres choses. Ça peut être dû, peut-être, s'il y a une saison qui est propice au bonheur, et si on dit, et si c'était l'été, par exemple, parce que l'été, traditionnellement, dans nos pays, c'est le moment où on prend des vacances. Ça veut dire que c'est le moment aussi où on est le plus fatigué. Et donc, on a accumulé de la fatigue, et donc on attend ces vacances avec tellement d'impatience que forcément, c'est une saison qui est plus propice. Si on a une piscine dans son jardin, bien évidemment, on va considérer que c'est la meilleure des saisons aussi, parce qu'on va beaucoup plus en profiter. Si on peut voir des personnes qu'on ne voit pas très souvent parce qu'elles sont disponibles lors de leurs vacances, donc c'est aussi ça. C'est parce que c'est plutôt associé à l'environnement, associé à nos relations, que ces saisons-là sont plus propices. Maintenant, si on a envie d'être heureux, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est est-ce qu'on a envie d'être heureux? Parce que si on a envie d'être malheureux, il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de moyens pour y arriver, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais si on a envie d'être heureux, alors on peut se dire aussi que toutes les saisons sont propices au bonheur. Et qu'il y a du bonheur à être à l'ombre, à écouter les cigales, à voir la mer devant soi, un beau ciel bleu et de profiter de la chaleur qui nous donne une espèce de torpeur dans laquelle on a envie de faire la sieste, on a envie de se sentir bien, etc. Et on va se ressourcer parce que le soleil va nous apporter dans ses rayons aussi les vitamines dont on a besoin et puis on va se sentir, on va avoir cette douce chaleur qui va nous toucher. Il y a aussi un plaisir de l'automne. Il y a tellement de beauté à l'automne aussi, avec ces forêts qui se parent de toutes les couleurs, avec le fait de manger les premières châtaignes qu'on va mettre dans le feu, avec de mettre son premier pull à un moment donné, on dit ah qu'est-ce qu'on se sent bien quand même de faire un feu de cheminée ou de sentir une chaleur, la chaleur de la maison quand on rentre de l'extérieur. Eh bien, il y a aussi du plaisir. Moi, quand je vois la pluie, par exemple, j'entends beaucoup râler autour de moi. Mais quand je vois la pluie, moi, je pense toujours aux nappes phréatiques, par exemple. Je pense toujours à la nature parce que j'ai eu l'occasion de me balader dans le désert. J'ai eu l'occasion d'aller en Afrique du Nord ou en Afrique noire. Et j'ai vu, en effet, dans les pays sahéliens, le manque d'eau. Enfin, quand j'ai vu la sécheresse, j'ai vu l'impact de la sécheresse et j'ai vu le bonheur aux premières pluies de l'été pendant ce qu'on appelle l'hivernage au Sénégal, par exemple. Et j'ai compris à quel point l'eau était vraiment précieuse, l'eau qui était vraiment un don de la nature. Donc, je regarde la pluie différemment aujourd'hui. Même chose pour la neige, elle est tellement belle quand elle tombe, elle est tellement sale quand on marche dedans et quand on roule dedans. Mais en même temps, la neige, c'est ce qui apporte de l'azote aussi à
à la nature. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, finalement, si on le veut, si on le désire, on peut porter un regard différent sur chaque saison, sur chaque météo, parce que toutes les météos sont naturelles. Enfin, il faut partir du principe que la nature organise ce dont elle a besoin et que même une tempête, etc., ben, c'est quelque chose qui va servir aussi à régénérer la, comment dire, la flore, qui va servir aussi à transformer certains paysages pour permettre à de nouvelles espèces de pouvoir s'implanter. Enfin bref, il y a toujours une raison naturelle derrière tout ça. Et c'est une façon positive, optimiste, euh, et donc colorée de bonheur de voir les saisons. Alors, Ah, ah, ah. alors, y a-t-il d'autres questions? Est-ce que tu as une Oui, précision à demander? oui, oui, oui. Parce que tu sais, voilà, quand je t'ai énoncé, je t'ai parlé de bonheur et je t'ai parlé de heureux. Oui, Donc, est-ce que ce serait possible de faire une différenciation des deux mots ou c'est la même chose ou est-ce que, enfin, voilà, je ne sais pas si tu comprends ma question. si, C'est si. pas une définition, mais est-ce que ça va forcément ensemble être heureux et le bonheur ou est-ce qu'on peut quand même les différencier? Enfin, voilà, moi, c'est les interrogations que je me pose là. Alors moi, euh, je les différencie parce que pour moi, le bonheur, voilà, c'est un état, et le bonheur est plutôt un état d'esprit. Alors après, on va dire que le bonheur est fait de plein de petits bonheurs, etc. Chacun a sa définition, donc je n'ai pas de définition particulière, définition à imposer, surtout pas, mais ma définition, elle est forcément multiple. Mais ma définition du bonheur, moi, elle est liée à la relation. Et d'abord, la relation qu'on a avec soi et la relation qu'on a aussi avec l'autre, dans une relation de binôme, de couple, parent-enfant, etc. Et dans la relation qu'on a aussi avec les autres, quelle relation j'ai avec les personnes, les groupes, les personnes qui sont autour de moi, et quelle relation j'ai aussi avec l'environnement. C'est-à-dire, en effet, ça peut être mon voisinage, mon lieu de travail, les équipes avec qui je fonctionne, mes associations dans lesquelles j'interviens, et puis la nature, et puis le monde, etc. Donc, au sens large. Donc, la relation que j'ai avec tout ça. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est lié, pour moi, l'état de bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément ponctuel, mais c'est quelque chose de plus long, de plus profond. Et en effet, on peut sentir du bonheur en soi, même si on vit des difficultés. Et donc, même si on n'est pas sur le moment heureux, on peut quand même avoir du bonheur au fond de soi. C'est-à-dire avoir aussi, comme le dit Frédéric Lenoir, une forme de joie profonde et continue, qui fait que, à travers cette joie profonde et continue, cet état de bonheur, qui du coup est à la fois une quête, un chemin, et en même temps c'est aussi l'aboutissement de beaucoup de réflexions, etc. C'est quelque chose de très intérieur, en fin de compte, ce bonheur. On ne voit pas maman, voilà, très intérieur. Eh bien, ça veut dire que je fais la différence avec le fait d'être heureux. On peut être heureux pendant 5 minutes, et puis après un peu triste, et puis après de nouveau un peu en colère, et puis après on va être heureux. Et donc je vais mettre le fait d'être heureux sur un état qui va être lui plutôt temporaire. D'accord. Et ce qui fait qu'on peut être malheureux et quand même ressentir du bonheur. C'est-à-dire que les gens, ou les gens, on va dire les gens qui ont cet état de bonheur, on peut dire ou les gens heureux du coup, ben, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de malheur que les autres. Mm. Mais ça veut dire qu'ils vont savoir en tirer à chaque fois quelque chose, en tirer profit, en tirer un enseignement, en tirer une leçon. Ils vont savoir justement passer plus facilement à autre chose, en tirer l'essentiel et continuer à avancer. Donc voilà, on peut être heureux à un moment donné, on peut être heureux parce on a reçu une bonne nouvelle, et puis juste après, ben, on a une autre information qui va un petit peu nous plomber le moral. Mais pour autant, on peut continuer à avoir cet état de bonheur, dire voilà, ben moi j'ai du bonheur au fond de moi, et je peux du coup, si j'ai du bonheur, je peux plus facilement en donner aussi. Bonheur égale interaction, alors pour toi. Pour moi, dans le bonheur, il y a toujours quelque chose de la relation. Alors, il y a interaction dès qu'on est dans la relation à l'autre, donc dans la qualité de relation que je peux avoir avec l'autre. Mais il y a aussi quelque chose de très personnel aussi, qui est la relation que j'ai avec moi-même. Ouais. Donc, je peux vivre un état de bonheur si je me sens bien avec moi, Mm. si je me sens en accord
avec moi-même. Et je reviens sur la notion de congruence dont j'avais parlé, je pense, la dernière fois, mais voilà, donc Gandhi l'avait déjà dit, etc., en disant, pour être heureux, il suffit d'être aligné, quoi. Il suffit d'aligner quand même ses pensées, ses paroles et puis ses actes. J'ajoute aussi, il faut aligner aussi ses valeurs. Donc déjà, il faut bien connaître ses valeurs et bien savoir, chaque fois qu'on est quelque part, est-ce que mes valeurs sont respectées? Mm. Est-ce que mes valeurs sont écoutées? Est-ce que je peux partager mes valeurs dans cet environnement-là? Si la réponse est déjà oui, ben ça veut dire que j'ai déjà un pas vers le bonheur. Si en plus de mes valeurs, mes pensées correspondent exactement à mes valeurs, donc je ne me trahis pas moi-même dans mes pensées, je n'ai pas l'impression de faire le grand écart entre ce que je souhaiterais être dans l'idéal et puis ce que je suis vraiment réellement. Je vois souvent sur Facebook des gens qui mettent des choses formidables. Je me dis, mais est-ce qu'elles le font vraiment parce qu'elles le pensent ou est-ce que c'est l'image qu'elles veulent donner? Excuse-moi. Donc, voilà, je me pose la question de l'alignement. De toute façon, on est dans une période où il faut vraiment se connaître soi-même maintenant. C'est très important hein, de revenir à soi et de savoir justement fixer les valeurs autant positives que négatives pour pouvoir transmettre aux autres un maximum de choses. Hein. Enfin, pour ma part, c'est ce que je ressens. Hein. C'est, Est-ce que cette période est-ce que c'est plus important aujourd'hui? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. enfin, pour ma part, de ce que Pardon encore. je... Vas-y, vas-y. Tu peux beaucoup parler. Pour ma part, je pense qu'avant, ils étaient plus ancrés à se connaître les uns les autres, mais réellement. Maintenant, on est tous derrière des écrans à discuter. Mais en définitive, on connaît presque plus la vie des autres que réellement notre propre vie et nos propres envies. Alors, si tu parles de la technologie, oui, en effet, ça a beaucoup chamboulé les rapports entre les personnes. Lorsqu'on vivait dans un village, on connaissait tous les gens du village et on les connaissait depuis longtemps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de fausses rumeurs, etc. aussi, hein, mais on était dans un nombre de personnes limité. On est capable réellement de connaître et de se sentir à l'aise avec un nombre de personnes qui est limité. Certaines études disent que c'est aux alentours de 100, 120 personnes. On peut connaître réellement jusqu'à peu près 120 personnes. Mm. Au-delà, l'autre devient un inconnu. Et l'inconnu toujours fait peur, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'on va être sur la méfiance, etc. Et où on va être sur le paraître. C'est-à-dire on va donner une image de soi qui n'est pas forcément son vrai soi profond, son vrai être profond. La technologie et tous ces réseaux sociaux, et puis on a vu avec le confinement a beaucoup augmenté aussi le télétravail, les réunions Zoom. Tiens, voilà, nous sommes en Zoom ce soir, mais parce qu'en effet, c'est aussi plein d'avantages. Mais en même temps, voilà, on est dans l'image aussi, c'est-à-dire on est dans ce que l'on a envie de donner aux autres. Est-ce que c'est vraiment nous à ce moment-là? Donc moi, je vous le garantis, c'est vraiment moi qui suis là. Mais est-ce qu'on en est sûr? Je ne sais pas. D'accord? Et donc, le fait de Facebook, Instagram et compagnie, c'est vraiment c'est la foire à la vie rêvée des autres, quoi. C'est-à-dire que on y met pour beaucoup, hein, on y met vraiment, on vient sublimer sa propre vie et puis avec une espèce euh, de course, désolé, de course à qui a la plus belle vie, etc. pour montrer aux autres voilà ce qu'ils n'ont pas forcément. Je vais encore reboire. Je suis désolé ce Vas-y, soir. vas-y. Le chat est parmi nous. Ouh là là, oui. Ma bouteille va y passer. Sinon, on fera une petite pause pour que je prenne une boisson chaude. Donc, oui, dans cette période, après, moi, je pense que c'est aussi, quelle que soit notre période de vie, c'est une question à se poser à soi-même. Finalement, comment je fonctionne? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi aux autres? Et de creuser, voilà, pour essayer d'aller vers ce que je suis profondément, pour l'être. Parce que c'est là que se trouve le bonheur, tout simplement. Vous avez parlé la dernière fois de nos capacités à être heureux, donc tu avais retenu les 40% qui sont vraiment du travail intérieur.
tout ce que l'on peut faire en effet de rencontre avec soi-même, d'alignement avec nos valeurs, donc commencer par bien les préciser finalement quelles sont mes valeurs, euh, de quoi je pourrais me passer et de quoi je ne pourrais pas me passer. Donc quand on arrive à une réflexion autour de l'essentiel, alors quelquefois on peut la mener toute seule cette réflexion, mais quelquefois on a besoin de quelqu'un qui va porter un regard neutre et bienveillant sur notre vie pour nous aider à creuser. Donc souvent avec mes clients, ben, on commence par faire une découverte de personnalité. Moi, j'utilise beaucoup le MBTI, l'énéagramme, qui sont des outils qui ne sont justement pas utilisés en sélection, ou en recrutement, etc., parce que c'est des outils de développement personnel. Ça nous permet de savoir comment l'on fonctionne, quelles sont nos préférences et quels sont les univers, les environnements, notamment professionnels, mais pas forcément professionnels, dans lesquels on va pouvoir vraiment s'épanouir, dans lesquels on va pouvoir vraiment être soi-même. Et en même temps, comme on est au contact de personnes qui sont différentes des nôtres, quel pas on peut faire vers les autres? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter qu'on ne sait pas faire très naturellement? Et donc, euh, ce sont des bons outils pour apprendre à se connaître et à connaître les autres. Donc, ils nous permettent à la fois de porter une forme de tolérance sur nous-mêmes, de s'accepter comme on est. C'est aussi ça, ça fait partie de ça aussi, ce chemin vers soi, et d'accepter aussi les autres sans vouloir les changer. C'est une tendance qu'on peut avoir de temps en temps, vouloir changer les autres. Alors, la seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important dans notre époque, parce que peut-être on est peut-être plus sursollicité dans le paraître, et que se retrouver avec soi, c'est quand même beaucoup plus important. Et parce que c'est aussi, si on revient sur la notion de bonheur, c'est notre plus grande source de bonheur, elle est à l'intérieur. Et donc, c'est pas la peine d'aller chercher dehors, quoi. Allez, une autre petite question de ma part. Une autre question. Je t'écoute. Amour et bonheur. Puisque je l'ai écrit sur mon t-shirt, amour. Oui, oui, alors ouais, je vois que tu as annoncé la couleur ce J'ai soir. annoncé la couleur ce soir. Donc je pouvais anticiper, sur l'amour et le bonheur. Amour égale bonheur, amour égale pas bonheur, amour égale tous les états. Amour égale tous les états. Si l'amour est une de nos valeurs, je reviens là-dessus. Oui, oui, Si tout à l'amour fait. est une de nos valeurs, alors on va être en recherche du respect de cette valeur, de fait de réaliser cette valeur. Donc on a besoin, donc, au même titre que le respect ou la dignité je sais pas, ou l'aventure, je ne sais pas. Donc l'amour c'est tellement vaste. Je ne suis pas un spécialiste de l'amour. Moi, ce qui m'intéresse dans l'amour, c'est le côté bonheur, en fait. Est-ce que l'amour nous apporte du bonheur? Oui, et je vais me répéter, surtout au moment où on est soi-même avec l'autre. Et je peux dire que, voilà, peut-être on est dans un état d'amour quand on ne sublime pas l'amour. C'est-à-dire quand on est vraiment avec quelqu'un avec qui on peut se permettre d'être soi-même. Si on est vraiment soi-même, alors l'autre va même nous aider à nous comprendre. Il va nous aider à trouver en nous des choses qu'on ne savait pas. On ne savait pas avant d'aimer qu'on était capable d'eux, etc. Donc l'autre, ce n'est pas un miroir. L'autre, ce n'est pas une sublimation de l'idée d'amour. Souvent, quand on est très jeune, je pense qu'on est plus amoureux de l'amour que de l'autre, en fait. Et on a absolument besoin d'une histoire d'amour parce que sinon, on n'est pas normal. Hein. Donc, on en parle tellement. Et puis, on lit des romans d'amour qu'on est incapable de comprendre. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai lu à 16 ou 17 ans à l'école Chartreuse de Parme. Je n'ai pas accroché parce qu'il faut avoir vécu un certain nombre de choses pour pouvoir vraiment le comprendre. Donc, voilà, à partir du moment où on se sent justement en phase complètement avec quelqu'un, on a quelqu'un avec qui on vibre à la même fréquence. Et cette personne, elle peut nous ressembler dans certains cas. Donc, peut-être que qui se ressemble, ça semble aussi. C'est-à-dire que trop de différence fait qu'à un moment donné, ça peut devenir un point d'achoppement. Mais en même temps, cette personne est bien différente de moi. Ce n'est pas moi, c'est pas mon. Je ne vais pas chercher à me retrouver dans cette personne-là.
parce qu'elle est différente et que je l'aime comme elle est. Et donc, le véritable amour est un amour qui respecte l'autre. Et à partir du moment où on est dans cette notion-là, ben, bien sûr que ça apporte énormément de bonheur. Alors, l'amour, lui, il va transcender. Moi, j'utilise souvent les 4 dimensions de tout ce que nous faisons. Donc, une dimension physique. Alors, bien sûr, dans l'amour, il y a quelque chose de très, très physique, de très physiologique, de très instinctif, de très animal, en fait. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Hein. Il y a des personnes avec qui voilà, on va être attiré par cette personne parce que tout simplement, il y a des phéromones qu'on a sentis et qui nous indiquent que oui, cette personne, c'est un bon partenaire sexuel dans le sens où cette personne va nous permettre d'avoir une progéniture qui a plus de chances de s'en sortir parce on est très animal à ce moment-là. Notre cerveau reptilien, lui, il a comme raison d'être de nous aider à survivre. Alors, en tant qu'individu, il va provoquer la faim, la soif, la respiration, le sommeil. Mais en tant qu'espèce, il va s'occuper de la reproduction. Et donc, c'est pour ça, comme c'est notre reptilien qui s'en occupe, ben voilà, on n'est pas toujours dans la finesse hein, au moment de la reproduction. Ouais, ça peut s'expliquer. On est dans la survie, d'accord? Donc, il faut, voilà, le plus rapidement possible, s'assurer une progéniture. Donc, ça pour assurer, voilà, pour certains. Et donc, c'est ensuite, maintenant, ça, c'est sur l'aspect purement physique. Mais l'amour, c'est aussi de la relation. Donc, c'est bien au niveau du cœur que ça se passe aussi, symboliquement, bien sûr, hein, pas le muscle, mais bien le cœur symbolique, puisque c'est de l'émotion et puisque c'est de la relation. Donc, ça, c'est notre dimension émotionnelle et relationnelle. Parce qu'on a besoin, en effet, qu'on réponde à ces besoins qui sont des besoins de se sentir en sécurité. Lorsqu'on est en amour avec quelqu'un, ça veut dire, en effet, qu'on est en confiance. Ça veut dire que cette personne, elle nous offre un environnement dans lequel on se sent sûr, on se sent protégé par l'autre. Même un homme peut se sentir protégé par une femme. Ce n'est pas uniquement dans la notion de genre avec le masculin dominant, etc. Non, on peut se sentir vraiment en confiance avec quelqu'un. On peut se sentir protégé, on peut se sentir bien. La personne va nous offrir un environnement qui nous rassure et en même temps va nous offrir aussi une forme de liberté. Et c'est là, ça peut être paradoxal pour certains, parce que l'amour, c'est aussi la liberté. On oublie souvent. Ben oui, je t'aime parce que je peux me passer de toi. Et donc, si je suis avec toi, c'est parce que je le veux, c'est pas parce que j'en ai besoin, c'est pas quelque chose de. Tu n'es pas ma drogue, d'accord? Et donc, c'est bien quelque chose aussi de volontaire et où on va retrouver cette liberté. C'est ça qui donne la confiance qu'on a dans l'autre, d'accord? Et c'est parce que cette confiance, à un moment donné, justement, n'est plus présente que il peut y avoir aussi des séparations de couple. Et donc, voilà, donc on a besoin, en effet, ce que l'autre va servir, en effet, à nous sentir en confiance, comme on dit, il va servir à calmer nos peurs. Mais il va servir aussi à exister. Et on dit que voilà, on a besoin aussi de cette relation émotionnelle et relationnelle avec l'autre, parce qu'on a besoin que l'autre nous regarde exister. On a besoin d'exister dans le regard de l'autre. C'est la reconnaissance, c'est ça, c'est exister dans le regard de l'autre. Donc on a besoin de ça. Donc on a besoin de se sentir faire partie d'un groupe, d'une famille, d'un couple. On a besoin que l'autre nous connaisse. Et c'est vrai que lorsqu'on a un amour qui est profond avec quelqu'un, on n'est plus dans le paraître, donc on ose être soi-même. On ose montrer aussi ses difficultés, ses lacunes, ses parts d'ombre aussi, parce qu'on sait parce qu'on sait qu'on n'est pas en danger à ce moment-là avec cette personne. D'accord ? Alors, ce n'est pas un danger physique, c'est une menace sur notre identité, mais en tout cas, on se sent bien. Donc grâce à l'amour, on augmente dans l'estime de soi. C'est vrai que l'amour, c'est aussi du bonheur parce que ça va nous servir à nous sentir mieux, tout simplement, à augmenter notre estime de nous-mêmes. Et puis, au-delà de ça, l'amour va donner du sens à notre vie. C'est-à-dire, en effet, si on va construire quelque chose parce qu'on va en profiter à deux. On va peut-être organiser notre vie différent parce qu'on a envie d'accueillir dans le foyer un petit être voilà, qui va aussi donner du sens à notre On vie. t'entend moins, Jean-Marie. Je pense que tu as dû toucher le micro, on t'entend moins. Alors voilà, je n'ai pas beaucoup c'est bougé. Bon, voilà. Oui, c'est bon. Je vais me rapprocher du micro. Voilà, donc c'est aussi, ça nous donne du sens. Et donc, l'amour, c'est aussi de l'harmonie. C'est-à-dire, on se sent en effet en phase avec nous-mêmes, avec l'autre et avec notre environnement. Et c'est donc source de grande joie parce que, en effet, un amour qui peut s'épanouir, c'est un amour dans lequel on a moins peur, on est moins en colère, on est moins triste et la joie de la présence de l'autre est beaucoup plus importante.
très Donc, il y a beau. forcément un lien entre amour et bonheur. Et lorsque ce lien se défait, lorsque amour est lié à malheur, à souffrance, on entend beaucoup, c'est très romantique, hein, ben, je pense que c'est parce que souvent on se rend compte que les dés étaient pipés dès le départ, quoi, finalement. C'est-à-dire que finalement, il n'y avait pas confiance, il y avait une forme de sublimation de l'autre, il y avait on a fantasmé l'autre, et puis finalement, on se rend compte que ce n'était pas tout à fait ça. Mm. On essaie de se retrouver dans l'autre, mais ce n'est pas l'autre qu'on a trouvé, c'est nous. Et voilà. Et donc, c'est ce décalage-là qui peut en effet transformer ensuite un bel amour en souffrance. Mais euh, le bonheur, c'est cette joie de la relation et de la relation, et l'amour, c'est de la relation. Donc oui, il y a forcément un lien entre les deux. Mm. Très beau. Du coup, Alors, est-ce que alors, je sais pas, on va appeler ça des spectateurs, les non, il n'y Facebook a pas de spectateurs, pas de questions. questions? Non. Les gens, ils sont un peu timides en ce moment. C'est les Oh, bah, vacances, c'est n'hésitez l'été. C'est pas. pour ça que la première question était là. Et alors, surtout, ce qui est important aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est que euh, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. Dire, moi, j'ai pas de réponse à tout. Je continue. Le bonheur, moi, c'est un état qui m'interpelle, qui m'intéresse, que j'ai la chance aussi de vivre. Ça me semblerait difficile, voilà, d'essayer d'aider les autres à être heureux si je n'étais pas moi-même. Voilà, c'est ce côté important pour moi aussi d'être congruent sur ce sujet. Et le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui est du quotidien. Pour moi, c'est important. C'est pas un état, c'est pas définitif. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut nourrir aussi chaque jour, si on a envie, en effet, d'être heureux continuellement. Parce que le bonheur, c'est le fait d'être heureux assez continuellement. Euh, et pour cela, une des sources possibles, c'est d'observer ce qui se passe. Ce qui peut être plus triste et ce qui peut en effet peut-être intervenir négativement sur notre bonheur, c'est chaque fois qu'on oublie de vivre finalement. Mm. Chaque fois qu'on oublie d'être là, tout de suite, ici, maintenant, dans l'instant présent, euh, parce qu'on continue à ruminer notre passé, on continue à revivre des situations qui nous ont fait du mal, etc., à repenser aux personnes, aux situations, aux lieux, etc. Et je pense que voilà, le fait de vivre dans ce passé va nous empêcher vraiment d'être heureux, parce que c'est maintenant qu'on peut être heureux. On peut pas recommencer le passé, ou bien d'être projeté dans le futur. Là aussi, c'est quelque chose qui peut nous empêcher aussi d'être heureux dans l'instant présent. Si on remet toujours à plus tard, si je dis bah, plus tard, je ferai ceci, plus tard, je ferai cela, ou bien bon, pour l'instant, c'est pas facile, donc mais j'ai vraiment envie de changer de job et il faudra bien un jour que je le fasse et que je quitte cette boîte, etc., ou que je change de métier, ou un jour, voilà, j'aurais envie de voyager, je sais pas, d'aller en Chine ou de voir New York ou simplement ou d'aller à Saint-Cyprien, je ne sais pas, et de se dire voilà, un jour je vais faire. Si on se projette toujours dans le futur, c'est bon d'avoir des projets, c'est bon d'avoir des intentions qui vont nous pousser à l'action, mais si on vit que dans le futur, alors on oublie de vivre dans l'instant présent. Mm. Et donc ça, en effet, c'est pas quelque chose qui peut nous aider. Donc voilà, pour moi, c'est important de reprendre conscience comme ça sur ce qui se passe là tout de suite maintenant et de le faire avec ses cinq sens, simplement, c'est de dire, bah là, je vais essayer de voir là, physiquement comment est-ce que je me sens, est-ce que je me sens bien. Bah, finalement, oui, ce matin, j'ai un petit peu mal au genou, je ne sais pas où j'avais mal au dos ou mal à la tête, et de prendre conscience que finalement, quand on va bien, on n'y pense pas. Mais il suffit d'y penser, peut-être, de se dire, bah, je vais bien maintenant. D'accord. Et puis de regarder autour de soi, voilà, est-ce que mon environnement que je regarde, quand je pose mon regard, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que je peux trouver quelque chose qui me plaît dans mon environnement? Et puis finalement, on peut toujours trouver quelque chose, mais ça peut être même un objet qui va nous rappeler un bon moment passé ensemble, et on aime cet objet, voilà, il est chargé de choses très positives. Et puis même chose, voilà, pour écouter, si j'écoute une musique qui me fait du bien, moi je demande toujours à mes invités un titre, une musique qui les rend heureux. Bon, on a tous une musique qu'on peut se passer comme ça, et puis qui comme un petit coup de gomme magique, voilà, va effacer à un moment donné un état un peu voilà, de blues, où on n'était pas très très bien, puis on écoute de la musique, même du blues, ça marche. C'est clair. Et puis, voilà, enfin, et puis simplement manger quelque chose qui nous fait du bien, boire, etc. Voilà, à partir du moment où on le fait dans des proportions
qui nous font du bien. Là, je pense que c'est important de prendre conscience de ces 5 sens et de prendre conscience aussi qu'on n'est pas tout seul. Quand j'avais envie de préparer cette émission, je me dis toujours, bon, s'il n'y a pas de questions, il faut que je trouve quelques sujets à dire et des sujets abordés que je n'ai pas déjà abordés dans la précédente. Alors, c'est bon, c'est que la deuxième, mais quand même, on parle de beaucoup de choses à chaque fois, Angère et moi. Et du coup, j'ai posé la question à mon petit garçon, à mon professeur, à Diego, 7 ans, en lui disant, tiens, papa va parler à la télé, je vais résumer, hein, voilà, pour du bonheur. Et lui, ça l'intéresse, ça l'interpelle quand même. Et je dis, tiens, de quoi je pourrais parler? Et il m'a dit, oh ben, de l'entraide, c'est bien. Ah, je dis oui, c'est vrai, c'est pas mal. Moi, est-ce que le fait de s'entraider, ça fait partie des pistes de bonheur? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire aux gens comment ils doivent être heureux. Mais comment je peux savoir ce qui va vous rendre heureux? J'en sais rien. Mais ce que j'aime, c'est ouvrir des pistes. C'est simplement partager avec vous, que ce soit mes clients, mes auditeurs et puis les personnes voilà, qui regardent cette émission, c'est de partager avec vous ce que j'ai trouvé moi en tout cas. Quelles sont les différentes pistes qu'on peut aborder et qui peuvent nous rendre heureux. Alors, ça va rendre heureux certains, puis d'autres non. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à ouvrir des pistes comme ça, on va étaler la carte et puis on va dessiner au fur et à mesure une espèce de carte du bonheur et peut-être que les chemins sont différents pour chacun, mais et qu'on peut arriver au bout quand même euh, à Rome, enfin au bonheur. Donc, tous les chemins mènent au bonheur, on peut dire comme ça. Et donc, je demandais à mon petit Diego l'entraide, mais je dis, mais c'est quoi l'entraide? C'est quoi d'aider l'autre? Il me dit, ben, alors il a 7 ans. Il a 7 ans, il a des références qui ne sont pas forcément les nôtres. Hein. Donc il me dit, ben, par exemple, si tu es avec un copain sur un volcan et puis qui risque de tomber dans la lave comme ça, ben, tu l'empêches de tomber, tu le retiens, ben, c'est ça, entraider. Je dis, oui, c'est vrai. Mais bon, on n'a pas beaucoup de volcans, nous, ici, à Sartrouville. Pardon. J'ai un autre exemple. Alors, il cherche, il me dit, ben oui, par exemple, si tu es en train de grimper une montagne et que ton copain il a du mal à grimper, ben, tu le pousses aussi pour l'aider à grimper. Et c'est ça aussi l'entraide. Alors, je dis, oui, deuxième exemple, on n'a pas beaucoup de montagnes non plus, là, en région parisienne. Et puis, c'est interdit de monter sur la Tour Eiffel. Hein, Et donc, c'était intéressant parce qu'avec ces exemples à lui, on est vraiment dans de grandes dimensions d'entraide. C'est empêcher quelqu'un de tomber. Et à un moment donné, quand quelqu'un a besoin d'aide pour avancer, pour monter, c'est d'être là à ce moment-là. Et je trouve que du coup, c'était très beau aussi comme définition finalement de l'entraide. Et donc, je vais parler de la solidarité aussi. C'est ça la solidarité, c'est considérer que nous faisons partie voilà, d'une grande famille qui sont les êtres humains et qu'on se doit aussi entraide, on se doit solidarité parce, que, parce que nous ne vivons pas seuls. On peut avoir cette illusion, certaines personnes vivent seules de façon solitaire, c'est rarement par choix en fait. Ils sont très rares ceux qui vivent vraiment seuls. Donc, j'en avais déjà parlé. Donc, on a besoin de ces interactions-là. Nous sommes des animaux grégaires, nous sommes des animaux qui vivent en groupe, on vit en clan. On a très rapidement, les humains ont créé voilà, des groupes, des tribus, puis des villages, puis des villes, etc. On a besoin de ça, même si au-delà d'un certain nombre, on le disait tout à l'heure, eh bien, on n'arrive plus à connaître l'autre. D'accord ? Mais en tout cas, on a besoin de l'autre pour vivre, on a besoin de l'autre pour exister. Et notamment, du coup, ça m'a fait penser aussi solidarité, ça m'a fait penser aussi au don de soi. Et combien justement le fait d'être généreux, alors je parle de la vraie générosité, hein, je ne parle pas de l'argent qu'on va donner pour se dédouaner finalement, pour ne pas avoir à intervenir et pour avoir la conscience tranquille. Pour moi, voilà, on est dans une forme de générosité, mais pour moi, la vraie générosité, elle est lorsqu'on donne ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire son temps en fait, et l'attention qu'on porte à l'autre. Et c'est ce que j'appelle la vraie générosité. Et donc le don de soi que l'on va pouvoir développer, que l'on va appliquer vers des personnes qu'on connaît, mais aussi vers des inconnus. Pour moi, on est là aussi dans la solidarité par rapport à l'espèce humaine, pas forcément à une personne que l'on connaît. Eh bien, c'est aussi une grande source de bonheur. Et c'est une source de bonheur qui est aussi reconnue. Il y a des choses qui arrivent sur mon écran. Excusez-moi. Et donc, je ne vous vois plus. Ça y est, je te revois. Et donc, cette source de bonheur, elle est vraiment reconnue parce que
on se rend compte en effet que les personnes qui sont les plus généreuses, les personnes qui portent le plus d'attention aux autres, qui ont notamment des métiers d'accompagnement, des métiers aussi, ou simplement qui ont ce besoin de rendre service. Je pense aux personnes qui font aussi partie de clubs service, le Rotary, mais le Lions Club notamment. Moi, j'en fais partie, donc c'est pour ça que je peux en parler aussi. Où il y a le fait, en effet, de pouvoir récolter des fonds pour aider des associations, mais on ne sait pas jusqu'où ça va, jusqu'à qui ça va, etc. On le sait simplement que ça nous fait du bien et que ça a tendance, lorsqu'on est dans ce don de soi, ça nous permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Donc, la générosité, l'humanisme, on pourrait appeler ça comme ça, c'est aussi une forme de défense. Il y a une défense immunitaire de faire de l'humanitaire. Et ça nous fait du bien. Et donc, c'est pour ça aussi que cette vraie générosité, elle est directement liée aussi au bonheur. Et que pour pouvoir s'en rendre compte aussi, c'est important aussi de mettre en place de la gratitude. Ne pas oublier de dire merci. Pardon, de dire merci à la vie déjà, de dire merci à tous ceux qui nous portent justement de l'attention, tous ceux qui nous consacrent une partie de leur temps, une partie de leur vie. Pour moi, voilà, merci, c'est peut-être un des plus jolis mots de la langue française. Et voilà, c'est ce qui me venait en tête après ce petit mot de mon petit garçon qui parlait d'entraide. Voilà, ne pas oublier de dire merci. Ça, c'est vraiment très important. Ça fait partie. C'est pas de la politesse. C'est juste la prise de conscience que les autres existent et que les autres nous font aussi du bien et qu'ils participent à notre bonheur. Alors, avec tout ça, y a-t-il des questions qui sont arrivées? J'en profitais pour... non, il n'y a pas, c'est juste. Alors, on ne peut oublier le passé. C'est lui qui nous fait avancer et le bonheur pour moi, ce sont mes enfants et mon petit bonheur. Et je partage beaucoup et j'essaie de donner ce bonheur autour de moi. Voilà, c'est la réflexion du soir. Oui, on ne peut pas. Alors, quand je parle de prendre conscience de l'instant présent, ça ne veut pas dire qu'on oublie le passé, on est bien d'accord. Hein. Ah Ça veut oui. dire, le passé, il nous a construit. Le passé, si on sait, avec mes clients en coaching, comme je leur dis souvent, voilà, si vraiment vous avez des choses à régler avec votre passé, c'est pas moi qui pourrais vous aider, d'accord? Et certains de mes clients font une psychothérapie en même temps qu'un coaching, parce qu'ils vont chercher des réponses différentes, d'accord? Donc, si on veut savoir, mais pourquoi je suis comme ça, et si c'est important d'avoir une réponse à cette question, je ne porte pas de jugement dessus, alors c'est important d'aller vers des personnes qui pourront essayer de comprendre, voilà, le pourquoi, d'accord? Comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment je peux faire autrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se tourner vers l'avenir. Donc, le passé, j'y vais avec mes clients, mais j'y vais pour essayer d'y trouver des ressources, pour essayer d'en tirer des enseignements, pour essayer de comprendre, mais voilà, finalement, est-ce qu'il y a bien eu un moment où c'était différent? Quand les gens me disent, voilà, je sais pas, j'ai des difficultés à pouvoir m'exprimer, etc. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ou bien est-ce qu'il y a eu un déclic? Ah non, quand j'étais jeune, j'avais pas de problème, je présentais des dossiers à l'école devant toute la classe, ça me faisait pas peur. Et puis à un moment donné, voilà, ce moment donné est intéressant parce que notamment en PNL, on va essayer de comprendre voilà, quel a été le déclic, par exemple. Et donc, on va essayer de revenir au moment d'avant. Donc, on a bien besoin d'aller gratter un petit peu le passé. Mais c'est pas pour y rester parce que le pourquoi finalement, c'est une question intéressante. Mais moi, c'est pas la plus intéressante pour moi. La plus intéressante, c'est du coup comment je peux faire autrement. Parce que mon métier, c'est bien d'accompagner les personnes dans une transformation positive, donc plutôt vers l'avenir. Donc on va dire, bah, du coup, si on est vers l'avenir, on n'est pas dans le présent non plus. Mais si, mais c'est parce que le présent va servir à préparer l'avenir. Donc non, on ne fait pas table rase du passé. Le passé, il nous construit et on doit. Je parlais de gratitude tout à l'heure, on doit aussi donner de la gratitude à notre passé. Parce que comme il nous a construit, ça veut dire que les bons moments nous ont servi à ancrer en nous des façons de vivre la joie, et les moments plus difficiles qu'on a vécus, les chocs, les difficultés, les ruptures,
tous les traumatismes, même du passé, vont nous construire parce qu'ils vont nous servir à développer un système de défense. Ils vont nous servir à nous rendre plus vigilants sur certains thèmes. Et c'est ce qu'on appelle aussi la résilience. C'est-à-dire que la résilience, c'est pas forcément que ce qui me tue pas me rend plus fort. La résilience, c'est que j'ai su tirer une leçon finalement de tout cela et que j'ai besoin de ça aussi pour vivre aujourd'hui. Donc oui, le passé est important. Cette remarque est vraiment très importante. Et on, voilà, la résilience, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressante. Et voilà, pendant longtemps, on a cru que c'était quelque chose d'exceptionnel, que certaines personnes étaient douées de résilience. Toutes les études les plus récentes démontrent le contraire, en fait, c'est-à-dire que nous sommes tous résilients et il y a quelques personnes, par contre, qui ne le sont pas. Mais majoritairement, nous sommes résilients. C'est-à-dire que nous avons besoin de vivre finalement des difficultés, des ruptures, des traumatismes, des chocs, parce que c'est ça, la vie aussi, et parce que c'est ce qui permet de nous construire et de nous préparer, et donc d'être aussi heureux plus tard. Donc heureusement, oui. Et puis les enfants, ben oui, bien sûr, les enfants, c'est une très grande source de bonheur. Souvent, on me dit, voilà, quand je dis, ben voilà, mais qu'est-ce qui vous rend heureux? Ce qui vient souvent, voilà, ce sont mes enfants. Et en effet, c'est tellement magique de faire des enfants, non? C'est tellement improbable, en fait. Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible qu'un microscopique spermatozoïde rencontre à un moment donné un œuf et que cette vie euh, se mette à aller à toute vitesse pour fabriquer un petit être à partir de simplement 2 cellules et que finalement il arrive à se construire à l'intérieur du corps de la femme et puis qu'il arrive à sortir et puis que derrière on continue encore à beaucoup s'en occuper parce que nous, nos enfants, quand ils naissent, ben, ils sont pas finis, quoi, hein. Ils ont encore besoin, ils ne sont pas capables de se nourrir tout seuls, ils ne sont pas capables de se défendre, ils ne sont pas capables de courir. Et donc, on a besoin de leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Il y a une grande fragilité de l'enfant qui a besoin des adultes, et c'est ça, on y met tellement d'attention de nous-mêmes, on y met tellement d'amour aussi, parce que ce petit être, on l'aime comme il est, on le prend comme il est, on ne va pas le façonner à notre image, sinon on serait très déçus. Et donc, c'est normal, en effet, que ça représente aussi une source de bonheur qui est très importante. Il nous apporte tellement de candeur, et puis surtout parce que ces fameux petits professeurs, tu disais aussi l'essentiel, tu parlais d'essentiel au début de, de, de l'interview, mais ils nous connectent tellement à l'essentiel. On fait souvent référence voilà, à notre enfant intérieur, il est toujours là. Et pourquoi justement on se sent bien avec nos enfants et on aime les voir aussi grandir, évoluer. D'abord parce que c'est très animal, parce qu'en effet on assure la pérennité de l'espèce, mais au-delà de ça, c'est parce qu'en effet on voit l'impact aussi des valeurs qu'on leur a aussi apportées, et puis de celles qu'ils nous apportent aussi. Comme je disais, ces petits professeurs me ramènent à l'essentiel, m'apprennent aussi des choses et, euh, et me touchent profondément parce qu'ils font vibrer en moi, si je suis prêt à le faire, ils vont faire vibrer en moi mon enfant intérieur. Mm. Et si en effet on oublie voilà toutes nos couches d'adultes là qui sont dessus, et si on est simplement avec eux, eh bien c'est fabuleux quoi ce qui se passe. Alors, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de contacts avec les enfants, j'ai beaucoup de ça m'interpelle beaucoup depuis toujours, voilà, dès qu'il y avait des enfants quelque part, très naturellement voilà il se passait quelque chose et on avait envie de jouer ensemble, de discuter ensemble, etc. Et c'est aussi pour ça que j'avais développé ces fameux ateliers, j'ai fait ces ateliers du bonheur. Ça sera un de mes futurs ouvrages à la retraite bientôt, pour remettre tout ça aussi, pour transmettre aussi tout ça aux enfants, aux parents, aux autres accompagnateurs. Et et je trouve que voilà, à chaque fois, c'est quelque chose où j'étais surpris parce qu'ils arrivaient à m'apporter à chaque fois Ouais, une dimension encore supplémentaire et le plaisir de la joie, du bonheur simple. je comprends. Les enfants s'en fichent du paraître. Après, au-delà d'un certain âge, oui, il faut faire attention à son image, etc. Mais quand on est tout petit, voilà, jusqu'à 7 ans, ils font ce qui leur passe par la tête au moment où ça leur passe par la tête, quoi. Ils n'ont pas peur du ridicule, parce que pour eux, ridicule, ça ne veut rien dire. Mm. Et c'est ça qui est bon. Parce que nous aussi, on est comme ça. Et on a besoin de ça. On a besoin qu'ils nous ramènent à ça. Donc voilà pourquoi nos enfants aussi nous apportent beaucoup de bonheur. Mm.
Ça fait déjà 55 minutes qu'on est ensemble. Déjà, comme le Ouais. temps passe vite. Du coup, on se verra pour voir la prochaine date. Donc, les personnes, si vous voulez déjà nous proposer des sujets sur le bonheur ou des questionnements, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez sur le commentaire ou moi par mail ou en message privé sur la page ou même directement à Jean-Marie. Et si vous avez envie de contacter Jean-Marie, il ne faut pas hésiter. Comme vous voyez, il parle beaucoup, donc il vous répondra, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter déjà à nous proposer des sujets sur le bonheur ou alors on peut dire aussi des expériences pour Ouais, pouvoir les transmettre. des questions, des remarques, Tout plein de des choses. expériences, Mm. des contradictions. C'est ça. Des choses où vous n'étiez pas d'accord peut-être sur ce que vous avez Ouais. entendu ce soir. Il- Hein. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. On est ouvert, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, ben, oh là là. Bonne soirée, Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était merci surtout que je voulais te dire. Bonne soirée à tout le monde et puis à très bientôt. On se retrouve le mois prochain, Au mois d'août, oui, avec hein, début plaisir. août. Début Voilà, août, on se oui. retrouve début août pour une nouvelle chronique du bonheurologue. Oui, ouais, si. Voilà. Et d'ici Oui. là, Bon soyez été. heureux. Et soyez heureux. Bon été et soyez heureux. Bonne soirée à tout le À monde. bientôt. Au revoir.